Bienvenue au webinaire intitulé Les conséquences des situations d'urgence sur les familles et merci d'être des nôtres. Mon nom est Jessica et je serai votre hôte pour cette séance. La séance d'aujourd'hui fait partie d'une série de webinaires Activités de préparation de la Croix-Rouge canadienne, se préparer collectivement aux catastrophes et sera présentée en français. Selon les projections, cet été 2024 sera propice à des situations d'urgence d'une gravité sans précédent ici au Canada. C'est pourquoi la Croix-Rouge canadienne a créé une série de webinaires sur la préparation aux catastrophes afin d'aider les personnes et les communautés à mieux se préparer aux événements perturbateurs et à accroître leur résilience et à intervenir en cas de catastrophe. Nous organiserons des séances d'apprentissage en français et en anglais tout au long de l'été. Vous pouvez également utiliser le code QR qui apparaît actuellement sur votre écran pour accéder à notre site web et vous inscrire à nos différents programmes. Nous afficherons également l'adresse de la web dans le clavardage que je vais vous mettre ici maintenant. Voilà la version française que vous pouvez aussi accéder en anglais lorsque vous allez sur le site web. Avant de commencer la séance, j'aimerais vous présenter le fonctionnement. Le webinaire sera enregistré et l'enregistrement sera envoyé à toutes les personnes qui seront inscrites. En cliquant sur les icônes de sous-titrage dans le panneau de commande de l'application Zoom, vous pourrez consulter des sous-titres en français ou en anglais pendant votre visionnement. Si vous avez des questions, veuillez les inscrire dans la fenêtre de clavardage qui se trouve dans le panneau de commande en bas de l'écran et nous nous efforcerons d'y répondre lors de la séance de questions à la fin du webinaire. Un questionnaire de rétroaction apparaîtra dans votre navigateur une fois que vous aurez quitté le webinaire. Celui-ci nous permettra de recueillir vos commentaires sur la séance et nous vous en remercions bien de vouloir y répondre. Des trousses de ressources présentant du contenu tiré des webinaires de la présente série seront disponibles sur le site web de la Croix-Rouge canadienne au cours de l'été, tout comme la présentation PowerPoint qu'on va vous présenter aujourd'hui. Vous pouvez également adresser toutes vos questions sur le sujet abordé aujourd'hui à l'adresse rrr@croixrouge.ca comme affiché ici dans votre coin. Avant de commencer le webinaire, nous aimerions faire une reconnaissance territoriale. Personnellement, je vous rejoins aujourd'hui des territoires traditionnels non cédés des nations Musqueam, Squamish, Tsleil-Waututh, aussi connus sous le nom de Vancouver, ici en Colombie-Britannique. Nous reconnaissons qu'ici, à la Croix-Rouge canadienne, une grande partie de notre travail au Canada se fait sur les territoires traditionnels, issus du traité, ou les territoires non cédés qui abritent des nombreux peuples de Premières Nations, des Métis et les Inuits. Nous vous encourageons de partager votre reconnaissance territoriale spécifique à votre localité dans le clavardage aujourd'hui. Sur ce, j'aimerais maintenant vous présenter vos animatrices Vicky et Sarah Chan. Bienvenue. Bonjour, mon nom est Vicky. Je suis conseillère en santé mentale dans l'équipe santé mentale et bien-être et environnement sécuritaire. Je suis à la Croix-Rouge depuis 2021 et dans mon poste de conseillère, pardon, en santé mentale depuis 2023. Alors, je vais laisser Sarah Chan se présenter et commencer la présentation pour vous. Sarah Chan? Oui, salut tout le monde. Mon nom c'est Sarah Chan, pronom elle. Je suis coordonnatrice en santé mentale, bien-être, environnement sécuritaire. Je suis au sein de la Croix-Rouge depuis environ 3 ans. J'ai commencé à titre d'intervenante bien-être, environnement sécuritaire pour des opérations là, en lien avec la COVID-19. Donc, je vais partager mon écran. Vicky, est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit mon écran, s'il te plaît? Oui, on voit bien. OK, super. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, les situations d'urgence, euh, lors du jour, en fait, on va commencer avec voir les situations d'urgence. Qu'est-ce qui influence notre capacité à faire face à une situation d'urgence? Les familles en situation d'urgence, les conséquences psychosociales. Et Vicky, elle va finir aussi avec les principes de renforcement des capacités pour les familles. Donc, on peut commencer avec une petite question. Qu'est-ce qu'une situation d'urgence? Vicky, si tu es capable d'animer un petit peu le clavardage parce que je ne le vois pas, ça m'aiderait beaucoup. Vous pouvez dire ce qui vous vient en tête là, quand vous entendez situation d'urgence, c'est quoi les caractéristiques qui vous viennent en tête? Là?
Je peux vous laisser on se laisse un petit 30 secondes, puis ensuite, la prochaine diapo, on va voir les réponses ensemble. Alors, je vois ici que Jessica nous mentionne que c'est quelque chose qui apparaît rapidement. Oui, effectivement. Ce qui veut dire aussi qu'il apparaît rapidement, ça veut dire que ça nécessite souvent une intervention immédiate pour prévenir les dommages ou limiter là, les conséquences là, de la situation d'urgence. Super. Ben, on peut regarder ensemble qu'est-ce qu'une situation d'urgence. Merci beaucoup. Fait que pour le webinaire, là, les termes situation d'urgence et catastrophe, là, on va les utiliser de manière interchangeable. Donc, on peut décrire une situation d'urgence comme étant qu'elle survient soudainement, donc soit par un événement naturel ou un accident industriel. Euh, Elle est aussi vécue souvent par plusieurs personnes, parce que ça engendre aussi des perturbations dans la vie quotidienne de nombreux individus. Les personnes, les familles, les membres de la communauté se sentent souvent dépassés par les événements. Ça peut être engendré par l'impuissance de la situation, peut-être même l'impuissance d'accès aux ressources d'aide. Aussi, le sentiment là, de dépasser, ça peut s'amplifier par la confusion, le choc, la difficulté à comprendre ou à gérer la situation. Puis, ces conséquences se font sentir sur le plan psychosocial, physique, écologique, culturel, structurel et systémique. C'est quoi les situations d'urgence les plus courantes au Canada? Donc, on parle d'incendie résidentiel. C'est la situation d'urgence la plus fréquente au Canada. Et il y a environ 24 000 incendies résidentiels au pays chaque année. On peut parler aussi des feux de forêt qui se produisent fréquemment pendant l'été, comme le temps est un petit peu plus sec, puis particulièrement dans l'Ouest canadien, mais aussi au Québec. On a aussi les inondations. C'est la catastrophe naturelle la plus fréquente au Canada, qui est causée par ça des pluies abondantes, une fonte rapide des neiges ou des ondes de tempête. On parle aussi de séismes. Les séismes sont quand même moins fréquents que d'autres situations d'urgence, mais ils se produisent quand même à l'occasion au Canada, particulièrement là, si on regarde le graphique dans l'Ouest canadien. Peut aussi avoir des vagues de chaleur qu'on sait qui gagnent en intensité puis sont de plus en plus fréquentes. Il y a des glissements de terrain qui est provoqué par des pluies abondantes, des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques. On parle aussi d'orages qui peuvent entraîner des pluies abondantes, de la grêle, produire des éclairs et même des vents violents. On peut avoir des pannes d'électricité. Qui peuvent avoir lieu là, quand les conditions météorologiques sont mauvaises, lorsqu'il y a un accident ou quand même les équipements sont défectueux. On peut parler de tornades. Au Canada, c'est sûr qu'elles sont un petit peu moins fréquentes que les autres types de phénomènes météorologiques. Il y a aussi les tsunamis, que eux aussi, là, c'est des phénomènes plutôt rares au Canada, mais les tsunamis peuvent être provoqués par des séismes sous-marins ou des éruptions volcaniques. Et la dernière, il y a les tempêtes hivernales qui sont fréquentes un peu partout au Canada, peuvent provoquer d'importantes chutes de neige, l'accumulation de glace, puis la formation de blizzards. Donc, urgence sociale et urgence en matière de sécurité au Canada. On parle de la contamination par l'eau, la nourriture ou autres ressources. La contamination par l'eau constitue là, une menace à la satisfaction des besoins fondamentaux. Ça peut être engendré par le climat, les accidents et les industries. Donc, quand il y a contamination par l'eau, par la nourriture ou autres ressources, là, il y a comme un impact sur la qualité de vie, puis ça a des conséquences aussi sur la santé, l'environnement et l'économie. Aussi, là, d'être privé des ressources de base essentielles, ça peut venir augmenter les inégalités sociales, économiques, soit des familles ou d'une communauté. Les communautés autochtones, il y a certaines communautés autochtones qui peuvent vivre de l'insécurité alimentaire et hydrique et aussi ils peuvent peut-être avoir moins d'accès aux ressources
ainsi qu'aux infrastructures en santé. Souvent, ça peut s'expliquer par les distances géographiques, le manque d'infrastructures médicales, puis les défis de transport là, qui peuvent venir justement limiter l'accès aux communautés autochtones à des soins de santé. Les situations d'urgence là, pèsent depuis près de 4 siècles, puis entraînent des conséquences intergénérationnelles, comme par exemple, les communautés autochtones sont souvent touchées par les feux de forêt. Ça menace les terres traditionnelles, les ressources naturelles et les infrastructures et leurs habitants. Les conséquences des préjudices et des violences structurelles. Donc, les violences structurelles, c'est comme une forme de violence systémique et institutionnalisée. Ça peut se manifester par des pratiques, des normes sociales au sein d'une société. Puis les conséquences, on peut avoir des suicides parmi les jeunes autochtones, parmi la communauté LGBTQ+, de la violence envers les femmes et les filles, des disparitions, des meurtres et la violence de gang. Et aussi les événements majeurs. Donc, par exemple, on a ici là, la tuerie de l'École polytechnique à Montréal en 1989. On peut parler aussi de l'accident d'autobus des Broncos de Humboldt en 2018 et la crise des opioïdes sont des exemples. Merci, Sarah Chan. Donc, 15 qui influencent notre capacité à faire face à une situation d'urgence. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la capacité, pardon, d'une personne à faire face à une situation d'urgence. Par exemple, je vous dirais euh, les expériences antérieures. Donc, quelqu'un qui a déjà vécu des situations d'urgence va avoir donc certaines actions, certaines façons de réagir qui, en raison de la familiarité, donc, pourraient avoir plus de facilité à passer au travers et à agir dans la situation d'urgence. Je vais y aller très brièvement aussi, mais il y a la santé physique et mentale. Bien sûr, on va en reparler un petit peu plus loin. Euh, il y a un mot qui va revenir aussi beaucoup, beaucoup dans notre discours, c'est la résilience mentale qui joue un rôle crucial là, dans la gestion du stress, puis des tâches aussi à accomplir pendant la situation d'urgence. Il y a les ressources disponibles aussi, donc que ce soit des ressources matérielles, que ce soit des outils, que ce soit des ressources informationnelles et très important, le soutien, aussi soutien social, le soutien des proches et des autres qui devient essentiel pour plusieurs personnes afin de bien gérer la situation et de favoriser le rétablissement aussi par la suite. Donc, on va voir un peu plus en détail quels sont les facteurs personnels et quels sont les facteurs environnementaux. Je peux changer de diapo, Sarah Chante, s'il te plaît. Donc, ici, j'irai avec le niveau d'exposition. Donc, oui, c'est lié à la personne, comment on va réagir à ça. Est-ce que la personne va être directement exposée? Ce qui veut dire, est-ce qu'elle va le vivre elle-même, cette situation d'urgence-là, ou est-ce que la personne est indirectement exposée? Donc, oui, elle peut en être témoin, mais elle peut aussi en entendre parler. Alors, ces éléments-là vont influencer nos capacités. Donc, comme je l'ai mentionné tout juste avant, la santé physique. Donc, les conditions physiques d'une personne vont déterminer sa capacité à réagir plus rapidement ou efficacement. On peut prendre par exemple quelqu'un qui va avoir une maladie chronique au niveau des poumons, par exemple, va souffler plus rapidement, donc va peut-être avoir besoin d'un peu plus de soutien. Euh, il y a la santé mentale, je l'en ai parlé tantôt, donc la résilience, la capacité de gérer le stress sont essentielles pour rester calme. Alors, plus on est calme, plus on va être en mesure de prendre des décisions qui vont être éclairées. Donc, tout ça, la santé mentale et les traits de caractère vont de pair, là. Donc, c'est de se poser la question, comment je réagis quand je suis sous la pression? Est-ce que je me sens capable de surmonter la situation de crise? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour passer au travers? Donc, on a parlé des formations d'urgence aussi. C'est un peu ce que vous faites aujourd'hui. Donc, on s'informe, on s'organise, on peut planifier aussi, on peut même faire des simulations pour voir comment on peut s'organiser, qui fait quoi aussi dans la famille.
Un autre élément très important en lien avec les capacités, c'est les compétences de communication. Donc, est-ce que je suis en mesure de transmettre efficacement pour aider à coordonner les efforts dans la situation d'urgence ou même encore plus simplement, je dirais, est-ce que je suis capable de demander de l'aide aussi? Donc, encore une fois, ces facteurs vont varier d'une personne à une autre. Donc, ils peuvent... Mais la bonne nouvelle, c'est que tous ces facteurs-là peuvent être améliorés avec le temps puis de la pratique. J'arrive au dernier point, donc les ressources psychosociales, ça aussi, on va revenir et revenir là-dessus, le soutien des amis, de la famille, des collègues, mais aussi parfois on peut avoir besoin du soutien de professionnels ou d'organismes, que ce soit des organismes publics ou communautaires. Je peux changer ça, Rachel? Donc, dans la suite de ces facteurs, si on tombe dans l'aspect plus socio-économique, oui, il va y avoir des éléments individuels, mais tout ça on est en lien, hein, c'est systémique. Donc, les facteurs socio-économiques, comme on parle du revenu de la personne, par exemple, son niveau d'éducation, quel type d'emploi elle occupe, ou est-elle sans emploi? Alors, tout ça va influencer la capacité à faire face aux situations d'urgence. Donc, les personnes, par exemple, qui ont des grandes ressources financières, peuvent avoir aussi plus de moyens tant pour se préparer et tant au moment où on doit agir dans la situation d'urgence. On parle aussi de capacité fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est comment est-ce que je suis capable de vaquer à mes occupations et à mes responsabilités au quotidien. Ça revient encore, là, on parle de capacité là, physique. Est-ce que je suis capable de marcher, de me déplacer, de soulever des objets? Comment est aussi ma capacité cognitive? Comment va ma mémoire? On sait que mon attention, sous l'effet du stress, parfois l'attention est plus difficile à conserver, la mémoire n'est pas toujours là. On a plus de difficultés à résoudre les problèmes ou à prendre des décisions. On a nos capacités sensorielles, comment sont nos différents sens, que ce soit la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat. Nos capacités de communication encore. Est-ce que je suis capable de parler? Est-ce que je suis capable d'entendre et d'écouter? Mais aussi de lire, que ce soit lire des nouvelles ou de répondre, d'écrire dans un formulaire, par exemple, pour faire des demandes. Par la capacité sociale, dans le fonctionnement. Donc, oui, on peut fonctionner tout seul, mais l'être humain est fondamentalement un être social. Donc, c'est comment j'interagis avec les autres, comment je vais comprendre et exprimer mes émotions, puis comment je peux aussi être en mesure de travailler en équipe. Puis on revient à une dernière capacité qui est dans la capacité fonctionnelle. On parle de capacité d'autogestion. Donc, comment je suis capable de prendre soin de moi dans une situation d'urgence. Est-ce que je mange bien? Est-ce que je réussis à dormir? Est-ce que je réussis, même si le stress est là et on doit y mettre toute notre énergie? Est-ce que je suis en mesure de prendre quelques moments de pause? C'est important de noter que les capacités fonctionnelles, encore une fois, varient d'une personne à une autre. Selon l'âge aussi, c'est un autre facteur important, l'âge, l'état de santé, l'éducation. Puis j'en ai parlé un peu plus tôt aussi. C'est important de porter attention aux personnes qui auraient certaines limitations, que ce soit lié à un handicap ou à une maladie, c'est un genre de personne qui aurait peut-être besoin un peu plus de soutien. Il y a aussi un dernier point, le stress secondaire. Donc, qu'est-ce que c'est que le stress secondaire? On l'appelle souvent un stress vicariant. Donc, c'est le type de stress qui va se produire quand une personne va être indirectement affectée par l'exposition aux situations d'urgence. Euh, Souvent, ça va être par le biais des interactions avec d'autres personnes qui, eux ou elles, l'ont vécu directement. Euh, On pourrait parler, par exemple, donc, vous avez quelqu'un que vous connaissez qui a été, euh, qui a vécu un incendie, puis, ou une inondation, et puis ça a causé beaucoup d'éléments de stress et de détresse chez cette personne, et en vous en parlant, ça vient vous chercher et ça
vient me faire un stress pour vous-même aussi, donc un stress secondaire, un stress vicarien. C'est important d'essayer de reconnaître, parce que des fois, on peut se poser la question, bon, qu'est-ce qui fait en sorte que, bon, je me sens stressée, je me sens préoccupée, je ne comprends pas trop, c'est pas moi qui l'ai vécu. Alors, ce stress secondaire, ce stress vicarien, c'est vraiment néfaste pour la santé mentale et la santé physique à long terme. C'est donc crucial là, que les personnes exposées aussi à ce type de stress-là prennent soin de soi et de leur bien-être, puis cherchent du soutien si jamais ils ont besoin d'un appui supplémentaire. Maintenant, petite question. Je vous demanderais, s'il vous plaît, de peut-être d'aller dans le clavardage. Et Sarah Chan, je te demanderai aussi de m'appuyer ici parce que je ne vois pas nécessairement toutes les réponses dans le clavardage. Donc, ici, avez-vous un exemple vécu d'un facteurs ou de plusieurs facteurs de ce qu'on vient de voir, que ce soit en lien avec vous, avec votre famille ou des personnes qui vous sont chères. Donc, quand on parle des facteurs, je vais en gros là pour vous aider, on parle de facteurs personnels ou de facteurs environnementaux. Ça peut être même les deux. Je vous laisse, euh, je vous laisse répondre. En fait, je peux peut-être vous aider un petit peu en vous donnant un exemple. Je suis allée tout à l'heure avec, par exemple, j'ai parlé d'incendie. Si on disait par exemple qu'une personne qui vous est chère, qui a vécu un incendie, euh, qui a tout perdu, qui a perdu son compagnon de vie aussi. Donc, même si cette personne-là, par exemple, c'est une personne calme, affable, dévouée, euh, de façon générale. Pendant une période, ben, après, suite au cynisme, suite à la perte, au deuil, cette personne-là elle pourrait devenir, par exemple, agressive, plus bourrue, avoir tendance à s'isoler. Euh, Elle négligerait ses routines quotidiennes, elle n'irait plus au travail. Alors, ça, vous avez plusieurs facteurs qui sont ici. Mais toutefois, comme cette personne-là, auparavant, avait déjà vécu de l'adversité, puis qu'elle avait su vraiment rebondir, puis se sortir des différentes situations, puis que sa famille, ses amis ont été là pour elle, euh, ben, cette personne-là va finir par reprendre goût aux activités quotidiennes, à la vie en général, puis elle pourrait redevenir celle qu'elle était avant. Je dirais même encore mieux. Bien des fois, certaines personnes qui sont encore meilleures qu'avant. Si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas. Alors, vas-y, Sarah Chan, je te cède la parole. Merci, Vicky. Donc, les familles en situation d'urgence. Donc, quand on parle de famille, c'est l'ensemble de personnes qui ont des liens affectifs, relationnels, de parenté, culturelle ou biologique. La famille là, ou la famille élargie joue un rôle important dans l'échange, le partage des valeurs, les normes, les traditions culturelles, les langues, les coutumes et les croyances religieuses. La famille aussi reçoit et apporte du soutien à la protection des soins. Donc, les familles se soutiennent mutuellement par des tâches domestiques, des tâches de soins de santé et d'autres formes d'assistance pratique. La famille s'entend de manière explicite ou implicite pour se soutenir les uns les autres. Donc, ils s'offrent entre eux un soutien émotionnel et affectif. Puis, surtout quand on parle de famille, on parle de toutes nos relations. Fait que c'est aussi, la famille, ça englobe aussi la famille que l'on choisit, donc les proches, les membres d'une communauté, donc notre réseau de soutien. Donc, dynamique familiale et adaptation de la famille en situation d'urgence. Premièrement, la vulnérabilité des enfants puis des jeunes en situation d'urgence. Les enfants puis les jeunes sont particulièrement vulnérables en situation d'urgence
en raison de leur dépendance aux adultes pour assurer leur protection puis leur bien-être. Leur développement peut être affecté par soit un manque de routine, la séparation des enfants ou à l'exposition là, à des situations dangereuses. Le fonctionnement des familles et les liens familiaux. Fait qu'il ne suffit pas de simplement bien réagir en situation d'urgence pour favoriser le rétablissement à long terme. Il se peut qu'en situation d'urgence, les membres de la famille doivent adopter de nouveaux rôles, de nouvelles responsabilités pour s'adapter à la situation. Fait que les liens familiaux peuvent soit se renforcer par le soutien mutuel ou soit se détériorer sous la pression du stress. Donc, la cohésion, les liens entre les membres de la famille là, sont des éléments importants et efficaces là, pour y assurer. Les interactions entre les parents ou les prestataires de soins et les enfants. Donc, les enfants, c'est de dire ici que les enfants apprennent en observant, en écoutant les parents ou même les prestataires de soins. Puis aussi, les enfants là, peuvent examiner les émotions de ces personnes-là dans cette nouvelle situation. Fait que les émotions là, peuvent démontrer facilement qu'une situation est urgente. Par exemple, le niveau de stress qui augmente, le niveau de peur ou peut-être même aussi le niveau de frustration. Donc, dans une situation d'urgence, les parents doivent naviguer entre protéger leur enfant, gérer le stress de la situation et prendre des décisions là, parfois cruciales. Donc, la qualité des interactions peuvent influencer là, de manière significative la résilience des enfants. Aussi, c'est-à-dire que c'est normal que le comportement des enfants change pendant et à la suite là, d'une situation d'urgence. Il y a aussi la charge pour les parents ou les prestataires de soins et les défis relationnels. Les parents, les prestataires de soins peuvent être confrontés à une charge émotionnelle énorme due à la situation d'urgence. Ils doivent veiller à la sécurité et au bien-être des enfants en même temps que s'occuper de leurs propres besoins. Fait qu'il peut avoir un certain épuisement émotionnel, physique et peut-être même des tensions là, relationnelles. Et la préparation aux catastrophes et le soutien aux familles. Donc, le plan de préparation aux catastrophes axé sur les familles ou le soutien aux familles en situation d'urgence sont cruciaux parce qu'ils peuvent améliorer considérablement là, la capacité des familles à faire face à une situation d'urgence. Comme par exemple, ça peut aider d'avoir un plan d'urgence. Ça peut aussi aider à savoir connaître les ressources de la municipalité ou de notre région, de notre communauté. Et aussi, ça peut aussi aider à avoir de bonnes connaissances là, sur les mesures d'urgence à prendre en situation d'urgence. Le rétablissement à long terme de la communauté dépend du bien-être des familles. Donc, dans la dynamique familiale, les forces de chaque personne sont mises en valeur et les différences sont respectées par les interactions, les différents rôles, les relations au sein de la famille. Ici, c'est de dire là, qu'on va utiliser les forces de chaque membre de la famille dans une situation donnée. Il y a aussi la cohésion familiale. Donc, une implication de qualité là, a une incidence à plus long terme qu'une implication centrée là, sur des tâches à accomplir. Ça se réfère aussi un peu au sentiment de solidarité, à l'unité des membres de la famille. Donc, la capacité de la famille à faire face aux défis. Est-ce qu'ils se serrent les coudes ou non? Une forte cohésion aussi familiale, ça peut venir améliorer là, la capacité de la famille à se remettre d'une crise. Ce que je veux dire par là, c'est, par exemple, est-ce que la situation d'urgence tend à séparer les familles ou à les unir? Est-ce qu'on continue à faire des activités de groupe? Est-ce qu'on préserve les repas en famille, les rituels familiaux? Les parents se souciant de la réaction d'autrui, c'est l'influence qu'ont les parents face aux autres membres de la famille. Donc, est-ce que les parents montrent une attitude résiliente, positive, proactive, qui inspire les enfants ou les autres membres de la famille à adopter des comportements similaires? Si on parle de prendre soin de soi, là, comme le dit un peu Vicky tout à l'heure, prendre soin de soi, ça veut dire comme s'écouter, être capable de demander de l'aide aussi mettre ses limites, donc des fois de dire non. Donc, prendre soin de soi, se respecter et exprimer ses émotions, là, ça influence les générations qui suivent, puis ça influence aussi les compétences là, qu'elle acquiert en matière de rétablissement. Et reconnaître les besoins des différents membres de la famille. Donc,
chercher à obtenir de l'aide appropriée dans un moment opportun pour les membres de la famille qui ont le plus de difficultés à gérer les situations. Comme par exemple, reconnaître les besoins de la famille, donc des enfants. Peut-être que les enfants, ils vont avoir besoin d'une routine un peu plus stable, reconnaître les besoins des adolescents, peut-être ça serait les aider à exprimer, leur laisser l'espace d'exprimer leurs émotions. Reconnaître les besoins des adultes, ça serait peut-être de leur offrir un soutien ou des ressources financières. Et reconnaître le besoin des personnes âgées, ça serait peut-être des besoins médicaux. Donc, les impacts psychosociaux des situations d'urgence. Les impacts psychosociaux des situations d'urgence, là, il peut y avoir une surcharge sensorielle. Fait que les situations d'urgence là, impliquent souvent des bruits qui sont forts, peut-être aussi des visions ou des odeurs désagréables. Puis ça peut entraîner de la détresse aiguë. On peut parler aussi de détresse émotionnelle, donc des émotions intenses comme la terreur, de la peur, de l'anxiété, de l'incertitude. Il peut y avoir une difficulté à affronter la situation. Face à l'ampleur de la situation, les personnes peuvent se sentir peut-être impuissantes, peut-être aussi se sentent incapables de changer la situation. Aussi, la surcharge là, peut entraîner peut-être des comportements d'évitement, donc des gens qui éviteraient une certaine situation ou se désengagent là, des interactions sociales. Et le manque d'anonymat, donc le sentiment d'être à découvert. Aussi, dans les situations d'urgence, les individus ils vivent souvent en étroite proximité les uns avec les autres. Comme par exemple, ils sont ensemble dans des centres d'hébergement d'urgence, ils sont ensemble dans des hôtels ou même dans la même communauté, ce qui peut entraîner de la crainte, du jugement ou peut-être même de la stigmatisation. Donc, il y a la phase aiguë. La phase aiguë, là, c'est la période immédiatement après l'événement. Souvent marquée là, par des réactions instantanées aux événements, comme par exemple la priorité donnée à la survie et à la satisfaction des besoins fondamentaux. Et c'est aussi dans cette phase-là qu'on a comme un haut niveau de stress. Euh, Ensuite, les répercussions à long terme des situations d'urgence se manifestent souvent bien après la phase aiguë. Donc, quand on dit après, c'est des jours, des semaines, des mois, peut-être des années aussi. Euh, Puis aussi, le fait d'être témoin ou d'entendre parler d'une situation d'urgence qui est comparable à celle qu'on a vécue, là, ça peut provoquer un nouveau là, sentiment de détresse chez la personne. Les impacts psychosociaux, donc les pertes, on peut parler de pertes d'êtres chers, donc des membres de la famille, des amis, des animaux de compagnie. On peut parler de perte de moyens de subsistance, donc des potagers, des lignes de piégeage, des médicaments. On peut parler aussi perte des espaces culturels, donc tout lieu là, destiné aux cérémonies. Une perte de sentiment de normalité, donc on a perdu la routine, on a perdu nos activités de la vie quotidienne là, qui étaient quand même importantes pour nous. Une perte de sentiment d'appartenance et de sens. Ça, on peut peut-être définir ça comme l'attachement au lieu, à la terre, à sa maison. Ça, c'est un exemple aussi de cas que le sinistre ne détruit pas seulement du matériel, mais il peut aussi détruire là, des souvenirs importants et des pertes de soins, de santé et de traitement. Il y a aussi des impacts au niveau du bien-être physique. Donc, il peut y avoir peut-être des augmentations des douleurs qui étaient déjà présentes avant ou de nouvelles douleurs. Problème de santé physique, ça veut aussi dire avoir de la difficulté d'avoir accès à des médicaments, une absence de traitement ou même une absence de soutien professionnel là, qui peut entraîner une augmentation des symptômes et peut-être même une dégradation là, de l'état de santé en général. Il y a des impacts sur le bien-être mental. Donc, les situations d'urgence là, peuvent venir déclencher, exacerber certains troubles, donc venir fragiliser la santé mentale. Euh, Aussi, on peut changer un petit peu notre comportement, donc ça peut aussi entraîner l'augmentation du tabagisme ou de la consommation d'alcool. Il peut y avoir aussi des problèmes de santé communautaire. C'est un peu la difficulté à mobiliser le soutien puis à mettre en place des parcours de soutien pour les besoins de base. Quand on parle de parcours de
soutien, c'est, disons, quel organisme qui va rétablir ma maison, quel organisme qui va m'aider avec l'habillement, quel organisme qui va m'aider avec mon alimentation. Euh, il y a aussi les soins spécialisés, l'aide aux personnes en situation de handicap, l'aide à l'enfance et l'aide d'urgence. Donc, l'impact là, sur la santé communautaire, c'est toutes les difficultés à mobiliser puis à mettre en place là, des parcours liés à la sécurité et à la protection. Il peut y avoir aussi des impacts sur des ressources et activités culturelles. Donc, on l'a un peu nommé tantôt, là, les catastrophes peuvent venir détruire des sites historiques, des monuments ou d'autres ressources culturelles importantes. Des impacts sur l'environnement écologique et physique. Quand on parle d'environnement écologique, on va parler d'alimentation, l'énergie, les bâtiments, le transport, les animaux, les loisirs, les moyens aussi de subsistance là, qui sont touchés, comme par exemple, je reprends encore l'exemple des feux de forêt. Souvent, les feux de forêt touchent souvent les communautés autochtones. Il y a beaucoup de pertes de territoires de chasse. Il y a aussi beaucoup d'animaux qui fuient, donc des déplacements d'animaux. Et environnement physique, là, on parle de routes, bâtiments, électricité et aussi l'absence là, de main-d'œuvre là, pour remédier à ces impacts structurels. Et le dernier niveau d'impact, c'est sur les relations historiques. Donc, peut-être que la situation d'urgence, là, ça peut entraîner des tensions qui peuvent augmenter ou s'exacerber ou venir créer des nouvelles divisions là, au sein de la communauté. Donc, même principe, n'hésitez pas à marquer vos commentaires dans le chat. Mais d'après vous, là, comment se remettre d'une situation d'urgence qui affecte tous les aspects de notre vie? Évidemment, ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste un petit peu pour qu'on réfléchisse ensemble. On peut peut-être parler, quand on veut se remettre d'une situation d'urgence qui affecte les aspects de notre vie, d'un soutien psychosocial, un soutien moral. Donc, euh, aller chercher de l'aide vers des professionnels de la santé. Ça l'englobe aussi pas nécessairement un, un soutien avec un professionnel, mais ça peut aussi englober peut-être des groupes de soutien pour certaines personnes. Il y a des personnes qui vont essayer de briser justement leur isolement en faisant partie d'un groupe. Aussi, des fois, ça l'aide de parler à des gens qui ont partagé qui ont vécu la même expérience que nous. On a l'impression peut-être d'être un peu plus compris. Mhm. Il y a Victor aussi qui parle ici. On peut commencer par simplement reconnaître et accepter la situation. Effectivement. Merci, Victor. Oui, effectivement, on l'a un petit peu nommé tantôt aussi quand on parlait d'évitement. Euh, donc, d'accepter la situation, d'accepter aussi le rythme du rétablissement. On va en parler un petit peu tantôt, mais effectivement, ça en fait partie aussi. J'ai aussi ici Victor qui dit établir une routine saine et chercher du soutien auprès de nos proches ou encore via des groupes de soutien. Oui, oui, vraiment, c'est ça. Essayer de ne pas rester seul, essayer de briser les stigmas, réduire l'isolement, chercher avec les autres. Donc, là-dedans aussi, dans ce que tu dis, Victor, j'entends peut-être d'encourager une certaine solidarité au sein de la communauté ou de la municipalité. Super. Parfait. Merci. Donc, c'est- ça, c'est un graphique là, qui illustre un peu la progression générale des effets puis des réactions de la catastrophe sur les communautés. Donc, les phases émotionnelles d'une catastrophe et les réactions collectives. Donc, pour commencer, on a la phase avant la catastrophe. Ça inclut les nombreux avertissements reçus par une communauté. Puis le nombre d'avertissements qui est reçu, là, ça peut varier en fonction de la situation d'urgence. Comme par exemple, les tremblements de terre là, frappent généralement sans avertissement, tandis que les ouragans, les inondations, on peut peut-être un peu plus prévenir. Là, c'est généralement quelques heures, peut-être quelques jours
après l'avertissement. Euh, Aussi, c'est sûr qu'en l'absence d'avertissement, comme là, dans les tremblements de terre, les personnes affectées par la situation d'urgence peuvent peut-être se sentir un petit peu plus vulnérables. Aussi, le sentiment de sécurité peut être un petit peu plus bas. Puis aussi, on peut craindre peut-être que de nouvelles, justement, situations ou catastrophes comme ça réarrivent là, sans avertir. Aussi, avoir l'impression qu'on n'a pas eu la possibilité de se protéger ou protéger nos proches, ça peut quand même aussi être profondément angoissant. Donc, c'est la première phase. Ensuite, il y a la phase d'héroïsme. Ça se caractérise par l'altruisme élevé chez les personnes qui ont vécu la crise et chez les intervenants d'urgence. Fait que c'est un peu au lendemain d'une catastrophe. On est comme un petit peu en mode survie. La priorité, c'est le sauvetage. Puis aussi, on fait beaucoup la promotion de la sécurité. Ça, c'est de la priorité. Comme par exemple, quand il y a des évacuations, ben, on s'assure que tout le monde a un toit sur leur tête vers des centres d'hébergement d'urgence, vers des hôtels ou même vers des proches. Pour certaines personnes, les effets de l'impact de la situation, là, ça peut comme laisser place justement à un comportement de sauvetage qui peut être induit là, par l'adrénaline pour sauver des vies ou pour protéger là, des biens. Ensuite, Ensuite, oui, dans les semaines, les mois qui suivent, là, il y a la phase de lune de miel, au cours de laquelle là, il y a une forte solidarité communautaire, soit par l'aide du gouvernement, des municipalités, des bénévoles, de la communauté. Là, c'est là qu'on voit aussi dans le tableau que les émotions agréables sont présentes. On peut dire que peut-être que les émotions agréables sont renforcées aussi par le partage d'expériences de la catastrophe. Puis le fait de recevoir de l'aide ou de donner de l'aide de la part de la communauté, ça crée aussi des liens entre les membres de la communauté. Les personnes touchées par la catastrophe peuvent éprouver un sentiment d'optimisme, mais de courte durée. L'aide qu'ils reçoivent là, à ce moment-là, c'est comme venu un peu atténuer les émotions désagréables qui étaient dues à la situation d'urgence, mais d'une courte durée seulement. Au fil du temps, les personnes passent par un processus que l'on nomme d'inventaire. Là, on est dans la phase des illusions. Donc, le processus d'inventaire, c'est un peu la phase où est-ce que les personnes reconnaissent un peu les limites de l'aide qui est disponible. C'est la phase des illusions. Donc, les personnes sont confrontées un petit peu plus à la réalité de la situation. Ça se peut qu'ils deviennent aussi physiquement, mentalement épuisés, soit par le stress lié à la situation, les pressions financières ou peut-être juste à la vie aussi de vivre dans une maison endommagée. C'est aussi dans cette phase-là peut-être qu'on voit que l'aide bénévole, l'aide des organismes, l'aide du gouvernement se retire un peu. Donc, il peut y avoir peut-être un petit sentiment d'abandon pour les personnes qui ont vécu la catastrophe. Il y a aussi certains événements qui sont déclencheurs de cette phase des illusions, comme les anniversaires des événements. Les anniversaires là, des catastrophes, ça peut inciter les gens à revivre des émotions négatives là, liées à cet événement-là. Puis ensuite, on a la phase de la reconstruction. Fait que la reconstruction des biens matériels, le rétablissement du bien-être émotionnel peuvent poursuivre pendant des années après la catastrophe. Des personnes qui ont vécu la catastrophe là, sont un peu confrontées à la nécessité là, de se réadapter, réintégrer un nouvel environnement, puis ça, tout en continuant à faire le deuil des pertes. Pour finir avec cette diapo, là, juste peut-être vous dire que si les catastrophes peuvent entraîner des pertes profondes qui changent la vie, euh, elles sont aussi l'occasion de reconnaître nos qualités personnelles, reconnaître nos forces, reconnaître notre filet de sécurité, donc les gens autour de nous. Puis en fait, elles témoignent là, de la résilience des gens là, dans le processus de guérison. Merci, Sarah Charles. Euh, je vois que le temps file, le temps va vite. Donc, je dirais, on va revenir sur différents éléments qui ont déjà été mentionnés, mais c'est important de faire un retour sur tout ce qui a été dit. Si on y va, par exemple, avec les principes de renforcement des capacités pour les familles, alors c'est sûr que ces principes-là peuvent aider à renforcer les capacités des familles pour faire face aux défis.
Donc, favoriser le développement positif aussi et soutenir le bien-être de tous les membres de la famille. Donc, encore une fois, chaque famille est unique. C'est donc important d'adapter ces principes en fonction des besoins spécifiques de chacune des familles. Donc, on y va en lien avec un principe de communication. Donc, la bonne communication, c'est essentiel pour renforcer les liens familiaux. Ça implique d'écouter attentivement les autres, de montrer de l'intérêt pour leurs préoccupations, d'essayer de comprendre aussi leur point de vue. On pourrait, par exemple, expliquer certaines limites de liberté ou des nouvelles responsabilités en lien avec la catastrophe en s'appuyant sur des faits. Mais ce qui est très important, il ne faut pas faire peur à l'autre non plus. Donc, pour les personnes qui sont particulièrement anxieuses dans la famille, c'est important de limiter le temps à passer à écouter les nouvelles ou à lire les nouvelles. Puis en ce qui concerne les enfants, les plus jeunes enfants, c'est oui, c'est les tenir informés, mais aussi garder en tête là, d'avoir des stratégies ou des mots en fonction de leur âge. Ah, l'autre principe important, ce serait le respect. Donc, le respect de quoi? Le respect des valeurs du système familial, l'encouragement de l'estime de soi aussi. Donc, ça, c'est vraiment fondamental parce que l'estime de soi, c'est la racine des capacités puis de l'autonomie de chacun des individus. Donc, pour les enfants, par exemple, on peut permettre aux enfants, même, moi, je dirais même aux jeunes ou encore aux autres personnes, d'agir de manière indépendante, d'agir de manière autonome, une fois qu'il y a eu un consensus là, sur les limites sécuritaires qui ont été établies et communiquées. On peut aussi proposer des moyens simples à l'autre, ok? Pour se calmer vraiment sans quand je parle du respect, là, je fais le lien avec le respect, c'est sans nier ou dévaloriser ce que l'autre est en train de vivre, ses émotions qu'elle ressent. Un dernier principe ici, je dirais dans la durabilité, donc dans le temps. Les interventions de renforcement des capacités doivent être durables, puis tenir compte des points forts des individus, mais aussi des points qui sont moins forts de la personne. Donc, c'est important de réfléchir à différentes activités qui sont appropriées pour renforcer les capacités, par exemple, en le faisant, en essayant de passer du temps ensemble en famille, encourager le plaisir, encourager le rire, l'humour, la joie, le mouvement. Vous allez me dire, c'est peut-être pas évident tout de suite au début de la situation de catastrophe, mais de permettre un rétablissement, se permettre des moments de joie et de plaisir, c'est très important également. On peut changer de diapo, Sarah, s'il te plaît. Donc, d'autres principes, là, vous allez me dire ici, c'est facile à dire, pas nécessairement facile à faire. Je dirais tenter d'installer un certain lâcher-prise. Ce que ça veut dire, c'est d'essayer, en fait, d'accepter les délais, comme le Sarachan l'a mentionné, parfois, après un sinistre, les retours, par exemple, des réponses des gouvernements ou des organismes, c'est parfois long. Donc, d'accepter ces délais autant que faire se peut, sans ressentiment, ni inquiétude, puis se concentrer sur ce que l'on peut faire ici et maintenant, d'y aller une étape à la fois, une chose à la fois, puis de pas trop se préoccuper, là, se soucier. S'il y a des émotions fortes qui viennent, donc on les laisse passer, mais c'est de revenir dans l'ici et maintenant et de voir comment on est capable d'aller de l'avant. Autre élément aussi, rassembler les membres de la famille, puis s'ajuster aux membres de la famille. Ce que je veux dire par là, c'est dans la situation de catastrophe, on va créer un système de rotation des tâches, puis des activités afin que tout le monde puisse y participer selon évidemment ses capacités. Ça va être aussi quand il y a des décisions à prendre, c'est de tenir compte des différents besoins des membres de chacun des membres de la famille. On va accorder du, du temps aussi aux autres, donc pour le soutien à tous et à toutes. Euh, Parce que c'est pas tout le monde qui va manifester c'est ouvertement sa détresse. C'est aussi favoriser l'entraide. Donc,
on observe nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis, quand on regarde comment ils s'inter-influencent les uns les autres, donc on va leur apporter le soutien de façon équilibrée, sans s'oublier soi, puis aussi se regarder soi-même et demander de l'aide aux besoins. C'est de voir, on a parlé beaucoup aussi des ressources, donc aller vers les autres, aller vers d'autres services, d'autres types de soutien si la famille et les membres ne peuvent pas tout combler nos besoins. Donc, que ce soit pour l'eau, la nourriture, l'hébergement, soutien moral, Sarah Chan en a parlé un peu plus tôt aussi, là. C'est vraiment important de s'informer des différentes ressources. La diapo suivante, merci. Donc, ici, demander de l'aide, comme je viens de le mentionner, on a parlé de la famille, on a parlé de l'individu, on a parlé de la famille, mais maintenant, on parle de la communauté. Donc, c'est les familles, comment elles peuvent s'aider les unes les autres. On a parlé de demander de l'aide, hein, participer aux différents processus de guérison, participer aux activités, aux événements dans la communauté. Donc, renforcer les capacités des parents ou des prestataires de soins à mettre en place des routines. Hein. Quand on a vraiment vécu le chaos, le chamboulement, c'est de revenir à une certaine routine, là. Ça va permettre de tisser les liens entre les membres de la même famille et entre les membres des familles de communauté aussi. Donc, ça va aider à la collaboration, à créer des îlots de calme, de bienveillance. Les gens vont pouvoir échanger des stratégies aussi ou prévoir des périodes, c'est échanger aussi des tâches ou pour qu'on puisse avoir des périodes de repos, un peu de répit dans tout ce chaos. Participer aussi, les familles, les unes les autres, là, à des activités qui prévoient des espaces nécessaires pour soit créer ou même restaurer des systèmes naturels de liens entre les gens dans la communauté. Ce serait aussi d'élaborer une stratégie de communication claire, hein. Ça revient beaucoup, la communication. Donc, de sorte que les familles soient sensibilisées aux réalités actuelles, qu'ils sachent quelles mesures elles peuvent adopter aujourd'hui, dans une semaine, dans un mois, etc. Donc, créer, communiquer de façon à accéder à des services de santé ainsi qu'à de l'aide d'urgence en dehors, hein, des horaires réguliers. Il y en a des ressources qui existent. C'est important de s'informer. Il y a aussi, je vous dirais, participer à l'élaboration de différentes stratégies communautaires là, pour assurer la protection de tous et de toutes. Parce qu'on sait qu'en situation d'urgence, souvent la violence va augmenter considérablement. Donc, les préjudices, il y a des risques d'exploitation, pardon, des risques d'abus. Puis, bon, ça brime les libertés dans les situations. Donc, élaborer différentes stratégies pour assurer une certaine sécurité, c'est essentiel aussi. On va passer à la suivante, s'il te plaît. Merci. Intéressant ici, la mémoire collective. Est-ce que c'est important? Ah, je vous dirais que la mémoire collective, c'est important pour plusieurs raisons. D'abord, on parlerait de cohésion sociale. Donc, la mémoire collective touche de manière essentielle la question du principe de cohésion sociale parce qu'elle renforce la solidarité entre les individus. Euh, puis, comment elle le fait? Elle le fait en nourrissant l'identité commune. La mémoire collective aussi, je vous dirais, là, on vient de dire une identité commune, donc une identité qui est collective, qui est d'une société. Ça offre au groupe des mythes, des symboles qui vont contribuer à forger une identité qui est partagée avec l'ensemble des personnes qui composent le groupe et la communauté. Ça permet aussi, cette mémoire collective, de transmettre l'histoire. Donc, l'histoire, les expériences vont être gardées vivantes grâce au transfert d'une génération à une autre. Puis, je vous dirais le dernier mot important sur lequel j'ai insisté beaucoup, la résilience. Ouais. Donc,
si la mémoire collective est en phase avec la mémoire de l'individu, ça va favoriser la mise en place d'un mécanisme de résilience. C'est important de noter que la mémoire collective, c'est pas une production spontanée qui arrive comme ça, mais c'est bien le résultat d'une série de pratiques sélectives exercées de manière explicite et implicite aussi par ceux à qui on reconnaît la légitimité évidemment de ces pratiques qu'on a observées. Voilà, ça fait le tour de la présentation d'aujourd'hui. Alors, je passe la parole à Jessica. Jessica, ton micro. Merci. Merci beaucoup, Sarah Chan et Vicky, pour cette présentation très intéressante. Je voulais juste on arrive à la fin de notre session et je voulais juste porter votre attention sur le fait que le prochain webinaire en français sera, je vois ici, le mardi prochain. Nous n'avons pas changé les dates du slide. Ce sera le mardi 30, donc la semaine prochaine, ici, aux mêmes heures, donc midi à 13 heures, heure rocheuse, ou 14 heures à 15 heures, heure de l'Est, sur les conséquences des situations d'urgence sur les familles. Et vous pouvez voir dans le code QR pour plus de modules en français comme en anglais pour le reste du mois et les mois suivants. Euh, on a encore quelques minutes, 5 minutes à peu près. Si vous avez des questions, c'est maintenant le bon moment de les mettre dans votre chat et Vicky et Sarah seront ravis d'y répondre. Oui, avec plaisir. Si je ne m'abuse, Jessica, juste concernant la présentation du 30, je Oui. crois qu'il sera question de protection. Alors, je m'excuse de ne pas voir le slide plus à jour. La semaine prochaine, ce sera sur les protections. Je vous invite à aller voir sur notre site web pour vous y inscrire. Bon, s'il n'y a pas de questions, vous pouvez toujours nous les envoyer à l'adresse rrr@croixrouge.ca et on pourra toujours vous y répondre à ce moment-là. Sinon, je vous rends 3 minutes de votre heure et j'espère que vous avez une bonne reste de votre journée. Merci encore à vous, Vicky et Sarah Chan, pour cette belle séance. Merci, au revoir. Au revoir.